Parmi toutes les foutaises qui encombrent notre mémoire, certaines nous offrent leur lot de poudre aux yeux, de clichés, de préjugés, d'artifices et de faux semblants. Tout cela réuni constitue de l'ignorance. Bienvenue dans Mythologique. Alors que je m'achetais d'ennui ou de mensonges sincères, et encore une fois, un peu de culture sur les internets, de sorte que je vendais, un peu consentant mon âme au plus sympathique, je me laissais embarquer par quelques discours sur la ruine. Celle-ci comporte ce qu'il faut d'obscurité et d'érudition pour séduire. C'est la promesse d'histoires approximatives et de faux mystères qui entretiennent l'étonnement parmi nous des plus sincères. La ruine, c'est quelque chose qui est tombé. Ou plutôt, et c'est là où ça devient intéressant, c'est quelque chose qui est en train de tomber. Depuis très longtemps. Depuis le début, en fait. Parce que le propre d'une ruine, c'est qu'elle n'a jamais vraiment fini de s'effondrer. Elle continue, lentement. Et cette patience-là nous dit quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais quelque chose. Et comme tout ce qu'on ne voit pas, on le veut profond. La ruine pose la question du temps. Elle pose la question de ce qui reste quand il ne reste plus rien. Ce sont des questions très anciennes. Elles resteront toujours ouvertes, ce qui est une façon polie de dire qu'on n'a pas vraiment progressé, mais que ça fait quand même quelque chose à ressentir le soir devant une belle image. Il y a quelque chose dans la ruine qui appartient à tout le monde, et qui, en même temps, n'est accessible qu'à certains. Ce n'est pas une contradiction. Enfin, si, mais c'est une contradiction productive, ce qui nous permet d'en parler entre nous avec ce sentiment agréable d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Pendant des années, je voyais ces ruines comme de simples décors, comme dans les toiles d'Hubert Robert ou les gravures de Piranèse. Et puis, à 40 piges, avec ma culture de blockbuster américain de films d'horreur sauce ketchup, je me suis dit que j'allais en faire une grande question, la question des ruines. Comme si les questions flottaient dans l'air, et que ça s'appellerait « Penser ». Que ce soit Monsieur Saut, ou Tête au carré, ou Caps Lock 142, c'est toujours Wikipédia qui parle et m'empêche d'écouter et de voir vraiment à mon tour. Et cette question a un nom. Enfin, pas vraiment. L'artiste dont je vais vous parler ce soir se désigne par un symbole qu'on ne peut pas prononcer. On ne sait pas à quoi il ressemble. Les photos de lui sont rares, contradictoires, peut-être fausses. Il opère dans des villes qu'on ne reconnaît pas tout à fait. Certains se demandent même s'il n'est pas tout entier un délire d'IA, ce qui renforcerait son génie d'une façon qui ne serait pas indigne de notre époque. Son nom de travail est Mu. Son œuvre, une fleur, mais une fleur qui ne ressemble à aucune fleur. Un truc stroboscopique qui donne mal à la tête, et qu'on n'arrive pas à oublier, même plusieurs jours après. Ce qu'il fait concrètement, c'est des ruines. Mais des ruines qui ressemblent à des chantiers. Des immeubles dont les toits s'ouvrent comme des boîtes. Des structures en cours d'être, ou en cours de ne plus être. On ne sait pas dans quel sens ça va, et c'est précisément là que réside la question, ou ce qu'on croit être la question. Mu a un interlocuteur, ou plutôt un adversaire poli. Un architecte cette fois, qui signe son travail d'un nom presque imprononçable lui aussi. Elvar Mork. Mork construit des bâtiments dont les fissures sont intentionnelles, dès le premier jour. Son courant, qu'il a peut-être fondé, ou qui s'est peut-être fondé autour de lui, s'appelle la latence architecturale. L'idée, tout bâtiment contient déjà sa ruine future. La fissure n'est pas un accident, c'est un aveu. Entre Mu et Mork, une correspondance, épistolaire bien sûr. Personne ne se téléphone dans ces milieux. Mu soutient que la ruine révèle, Mork soutient qu'elle programme. Ils ont tous les deux raison et tous les deux tort, ce qui les rend
très fréquentable. Ce débat, aussi fictif soit-il, reformule quelque chose de réel. Hubert Robert, en 1796, peignait le Louvre en ruine. Un Louvre imaginaire, futur, effondré, et en face le même Louvre debout. Les deux tableaux exposés ensemble. La ruine était déjà là, dans le bâtiment intact. La ruine forge notre imaginaire. La ruine est l'archéologie du futur. La ruine, c'est le syndrome de Stendhal appliqué au temps lui-même. Ce qu'on sait, c'est que ça forge notre imaginaire. Sauf que, façonner l'imaginaire, c'est déjà un cliché. C'est même l'un des plus anciens, recyclé depuis 2 siècles dans tous les salons, tous les catalogues d'exposition, tous les commentaires YouTube de chaînes avec une belle police de caractère et une musique planante. Alors je me suis arrêté. Pas longtemps. Juste assez pour me demander qui forge quoi. Parce que si c'est l'homme qui voit la ruine, et non la ruine qui façonne l'imaginaire de l'homme, alors on est en train de parler de nous, pas d'elle. On se regarde regarder. On projette. Et c'est confortable ça. Rester un faux spectateur devant quelque chose qui ne demande rien. La ruine n'est romantique que pour celui qui la contemple de loin. La pierre, elle, ne sait pas qu'elle est une ruine. Georges Simmel l'avait formulé. La ruine, c'est l'endroit où la nature reprend ce que l'homme lui avait arraché. Une tension entre 2 forces, figée dans la pierre et le temps au travail dans cette tension. Pas de l'imaginaire, pas du vertige, une mécanique. Alois Riegel distinguait la valeur historique d'un monument, ce qu'il nous apprend du passé, et l'Alterswert, la valeur d'ancienneté, l'émotion produite par la simple marque du temps sur la surface, indépendamment de tout contenu. L'usure elle-même devient belle. Et quand on confond les deux, on finit par parler de soi sans le savoir. Volney, debout devant les ruines de Palmyre en 1791, ne cherchait pas son vertige. Il posait une question politique. Pourquoi les civilisations s'effondrent-elles ? Les ruines, pour lui, étaient un argument, pas une esthétique. Et le discours de Monsieur Sceaux sur l'archéologie du futur, c'est une façon élégante de regarder l'effondrement sans jamais se demander à qui il appartient. C'est le ruin porn dans sa version cultivée. À Détroit, dans les années 2010, des photographes faisaient défiler des images d'usines abandonnées, de salles de spectacle devenues parking. C'était beau. Ça ne montrait personne. Et c'est précisément le problème. L'esthétisation du déclin qui efface les gens qui l'ont vécu, qui transforme la faillite sociale d'une ville en décor pour âmes sensibles. La version intellectuelle de ce geste, c'est de dire que la ruine forge notre imaginaire. Il n'y a pas de question des ruines. Ce n'est pas un paradoxe, c'est un constat. Dire que la ruine pose une question, c'est déjà le vieux réflexe, projeter une intentionnalité sur ce qui n'en a aucune. La ruine ne pose rien, c'est l'homme qui pose. La ruine, elle, est là, silencieuse, indifférente, intemporelle dans le sens le plus littéral du terme, hors du temps que l'homme lui prête. Et c'est là que quelque chose se renverse. Nous faisons de la ruine un mystère, le lieu d'une réflexion, un symbole, une fenêtre ouverte sur quelque chose de plus grand que nous, le temps, l'histoire, l'univers tout entier. Nous la chargeons, nous l'habitons, nous en faisons le décor de notre propre vertige. Mais nous sommes aveugles à ce que la ruine est vraiment, un espace intemporel, pas hors du temps dans le sens romantique, dans le sens physique. La pierre qui se défait n'a pas d'époque. Elle ne sait pas qu'elle fut un mur, qu'elle sera de la poussière. Elle est, simplement. Et cet être, sans passé ni futur, sans mémoire ni projet, est précisément ce que nous ne pouvons pas regarder en face. Parce que regarder ça en face, c'est regarder notre propre insignifiance. Pas la grandeur de ce qui nous a précédés, notre propre petitesse devant ce qui ne nous a jamais attendus. Hugo le voyait à sa façon. Il écrivait que le temps lui-même est un morceau de la masse des montagnes. Le temps est un morceau de leur masse. Les monts ne mesurent pas le temps, ils le contiennent. Avant que nous soyons là pour le nommer, le temps existait déjà dans la roche.
Ce que Victor Hugo appelle Dieu architecte, c'est simplement l'antériorité absolue de la matière sur la conscience. La ruine ne nous parle pas, nous lui parlons. Et ce que nous lui disons, c'est que nous avons peur de disparaître. Un chantier et une ruine se ressemblent. Deux espaces de temps visibles, l'un qui monte, l'autre qui descend. Elvar Mork a peut-être simplement compris qu'il n'y a pas de différence. Tout bâtiment est déjà en train de devenir ce qu'il sera quand il ne sera plus. La question des ruines, ce n'est pas ce qu'elles disent du passé, c'est ce qu'elles disent de nous, de notre incapacité à voir l'espace sans le charger, la matière sans la raconter, le temps sans nous y placer au centre. La ruine ne pose pas de questions, elle nous renvoie les nôtres.